Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes très honorés de vous retrouver encore ce jour dans le cadre de votre programme Regard panafricain. Eh bien, notre invité de ce soir, Patient Parfendum, merci d'être là, bienvenue. Bonsoir, princesse Manuela Sikendoumbé, madame la directrice, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau, sur cette formidable et très belle aventure qu'est For You Média Africa, surtout que là nous sommes face à nos auditeurs, à nos téléauditeurs aussi. Exactement. Donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je réponds présent à vos nombreuses invitations et merci une fois de plus pour cette opportunité que vous me donnez. C'est nous qui vous remercions. Merci pour ce temps que vous mettez à la disposition, bien sûr, de For You Média Africa. On rappelle que vous nous suivez également en ce moment à travers la 96.3 FM, votre radio, mais aussi notre application For You Média Africa, sans oublier les différentes plateformes. Une émission aussi programmée qui sera diffusée sur les antennes de la télévision For You Média Africa. Eh bien, deux thématiques. D'abord, on va parler de cette visite qui est annoncée des chefs d'État africains. Eh bien, d'ici quelques jours, certains chefs d'État africains iront donc à la rencontre des présidents Vladimir Poutine de la Russie et Volodymyr Zelensky de l'Ukraine sont donc annoncés dans cette délégation. Denis Sassou Nguesso du Congo, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, le président Macky Sall du Sénégal, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Hichilema, le président zambien, Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte et bien sûr le président Azali Assoumani, président des Comores, mais aussi président en exercice de l'Union africaine. L'Afrique veut donc proposer un plan de paix et elle estime qu'elle a un rôle essentiel à jouer dans la résolution du conflit qui oppose aujourd'hui l'Ukraine à la Russie. On rappelle que le conflit est donc en cours depuis plus d'un an déjà et d'ailleurs en visite officielle du côté de la Côte d'Ivoire, le président congolais Denis Sassou Nguesso a estimé que face à un tel drame, l'Afrique ne peut pas rester silencieuse ou encore indifférente. Alors que vaut la médiation africaine dans la résolution de ce conflit? On en saura un peu plus avec notre invité. Et puis on sortira avec cette autre actualité. On revient sur ce problème de promotion de l'homosexualité en Afrique. On parle entre autres de LGBT par certains canaux médiatiques ou encore distributeurs. Même si les programmes, même et également les programmes des tout petits sont concernés, eh bien si la plupart des pays africains, on le sait, essayent de gérer cela avec modestie et surtout beaucoup de pudeur, bien qu'étant conscients de l'existence de cette pratique. Au Cameroun, par exemple, le Conseil national de la communication a mis en garde ses distributeurs d'images au moment où l'on s'interroge, ou on continue d'ailleurs de s'interroger, sur l'inertie des autorités africaines face à ce que certains qualifient de fléau, d'autres de drame. Et bien voilà donc le décor planté, les deux thématiques qui animeront cette autre tranche sur For You Média Africa avec vous, Patient Parfendum. On en parle tout juste après cette transition. Alors, la première thématique, Monsieur Ndom, c'est dirigeants africains qui vont dans, on va dire quoi, 2 jours pratiquement, se rendre du côté, du moins, de l'Hexagone. Ils iront d'abord en Ukraine, d'après le programme, sauf changement, mais aussi après, ils devront rencontrer le président Vladimir Poutine de la Russie. Au cœur, bien sûr, c'est le conflit qui oppose les deux pays. Quel est votre avis déjà sur cette initiative des dirigeants africains? Dans le fond, oui, je pense que on peut comprendre que l'Afrique puisse disposer en son sein d'hommes de qualité, oui, de véritables diplomates.
de véritables ambassadeurs de la paix, capables de par des arguments qu'ils peuvent développer, oui. pour tenter de convaincre les parties en conflit de mettre fin à ce qui tourne visiblement depuis un bon bout de temps un véritable massacre du peuple ukrainien, et cela à cause de la folie d'un homme et d'un clan dirigé par M. Zelensky, qui a accepté de faire jouer le rôle triste de son pays comme espace de conflit entre la Russie et en réalité avec l'OTAN. On se sert du théâtre d'opération ukrainien uniquement comme espace de cet affrontement. Oui, mais sinon les véritables acteurs... Les véritables acteurs, ça se voit, ceux qui financent cette guerre, ceux qui apportent la logistique nécessaire en termes d'armement, de munitions, de renseignements. C'est pire encore, ils fournissent même des hommes dans cette confrontation. Alors, oui, dans le fond, nous avons de la qualité. Nous avons des hommes qui sont capables, de par leur expérience personnelle, mais aussi de background qu'est le leur, de pouvoir apporter des propositions de solutions pour atténuer vraiment ou bien mettre fin à cette divergence. Oui. Maintenant, dans la forme, on peut bien questionner beaucoup de choses. Allez-y. L'Afrique, pendant les votes majeurs à l'ONU, le moins qu'on puisse dire, a eu une position mesurée. Tout à fait, tout à fait. Alors, la plupart des pays qui vont d'ailleurs, soit se sont abstenus, soit n'ont pas participé. Voilà. Tout à fait. Au point où on a vu comment elle a été presque rabrouée, pour ne pas dire interpellée de manière menacée. Par les Occidentaux. Je vois encore Madame Ursula von der Leyen qui dit ceux qui n'ont pas voté dans le sens que nous voulons auront des comptes à nous rendre. Exactement. Alors, et ça dénote d'une certaine fébrilité de la part des Occidentaux et de la part du monde impérialiste de ne pas comprendre les dynamiques qui sont en train de sculpter le monde de demain. Et vous ne pouvez pas aspirer à être l'un des acteurs majeurs dans ce monde de demain en ignorant le point de vue de l'Afrique quant à la marche de ce monde en construction. Oui. Vous ne pouvez pas espérer vous attirer la sympathie des peuples africains si vous continuez d'interpeller leurs dirigeants de manière condescendante, comme l'a fait cette dame, et même une bonne partie des dirigeants du monde occidental, je pense à M. Anthony Blinken, et le reste. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut essayer de mettre. Aux États-Unis, d'ailleurs, cette fameuse affaire d'une loi qui devrait être votée contre les pays qui n'ont pas voté justement contre la Russie. Voilà. Donc vous voyez le tableau qu'on essaie de dessiner là. Mais il y a encore pire dans ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression que cette tentative de médiation ne tient pas compte des véritables acteurs. Ok, dites-nous. Pour moi, M. Zelensky n'est pas un acteur crédible dans la résolution de ce conflit. J'aurais aimé voir, c'est vrai, je ne suis pas un diplomate, mais voir quand même les dirigeants africains prendre leur courage à deux mains et dire ok, nous irons voir du côté de Moscou avec le président Poutine. Nous irons voir, mais là maintenant pour la forme, du côté de l'Ukraine, M. Zelensky, mais nous irons aussi voir au niveau des États-Unis qui sont les maîtres du jeu dans ce conflit, dans le bloc occidental. Tout à fait. Parce qu'en réalité, c'est ça la vérité, princesse Manuela. La vérité, la voilà. Zelensky est dans l'incapacité totale d'avoir une autonomie de décision concernant l'issue ou bien l'avenir de ce conflit. Il ne peut pas. Il est complètement soumis aux ordres qui viennent et de Washington, aussi de manière subsidiaire de Bruxelles. Donc, il n'a pas de coup de franche pour pouvoir aborder cette question en toute liberté et en toute autonomie.
Peut-être ça risque de tourner en espèce de langage de sourd devant un interlocuteur qui n'est pas un interlocuteur, qui ne pourra que, comme un perroquet, reprendre des injonctions qui viennent de Washington. Et à partir de ce moment-là, je crois que cette tentative de médiation va se retrouver face à un véritable mur d'incompréhension. Vous avez l'interlocuteur dont vous pensez être l'interlocuteur valable, mais qui en réalité n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas prendre de décision. Oui. C'est ça le drame dans l'affaire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On ne faut pas désespérer de l'humain. Et espérons que ceux qui actionnent Zelensky et son groupe comme de véritables marionnettes auront la sagesse de comprendre que le monde ne peut pas continuer à se farcir cet affrontement qui a des conséquences à la fois humaines, politiques, économiques et géopolitiques extrêmement désastreuses pour l'harmonie de notre planète et surtout pour la possibilité pour notre planète enfin d'être dans un espace de vie où les convivialités seront assumées. Voilà ce que je pense pour l'instant. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce message de paix et d'apaisement, puisqu'on essaie de comprendre sa valeur, est-ce que à vous entendre ou alors à vous écouter n'aura pas une véritable plus-value, une valeur, même si vous estimez que M. Zelensky n'est pas l'un des principaux acteurs, mais de l'autre côté on a quand même M. Poutine. Oui. Acteur majeur dans ce conflit. Donc est-ce que cela ne peut pas aboutir ou alors faciliter un certain nombre de choses? Oui, vous savez, quand vous êtes médiateur, vous prenez en compte les désirateurs de deux camps. Tout à fait. Et vous essayez de tenter de couper la poire en deux pour essayer de ramener les uns les autres à des attitudes, à des comportements, à des formes de décision qui conviendraient aux deux parties, ne serait-ce qu'à minima. Mais là, je vous dis qu'il y a quelqu'un qu'on ira voir, mais qui ne pourra pas promettre quelque chose de probant si cela ne reçoit pas l'assentiment de ceux qui sont de l'autre côté. Et puis maintenant, l'autre difficulté que je n'ai pas énoncée dans ma première prise de parole, c'est aussi la posture de quelqu'un comme Zelensky depuis un certain temps. C'est-à-dire? Il est très condescendant. Il pense qu'il a une voix qui doit être prise en compte par l'humanité entière. Et la posture, j'allais dire, l'attitude de l'impérialisme occidental. Comment voient-ils les Africains? Voient-ils les Africains comme un véritable partenaire capable, eux aussi, d'apporter leur petit, ou bien c'est toujours cette attitude condescendante qui prévaut depuis un certain temps. On l'a vu, regarde, dans le cadre du conflit qui a abouti à la destruction de la Libye et l'assassinat à Mondiovision de Guy Libyen. Vous vous souvenez qu'il y avait quand même un groupe de médiation africain. On retrouvait aussi Sassou Nguesso, c'était Jacob Zuma à l'époque, et qui sont même allés voir le guide libyen, qui a même fait une proposition. Le guide libyen était même prêt à céder le pouvoir. Mais non, l'Occident, M. Sarkozy, Obama, qui a été entraîné par Mme Clinton dans l'affaire, le premier ministre anglais de l'époque, je crois James Cameron, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ils ont dit, mais vous qui? Ils ont même interdit à l'avion des dirigeants africains qui tentaient d'atterrir à Tripoli. Si vous essayez, on va le bombarder. Vous voyez, au-delà des rapports, mais la considération que ces gens ont pour notre continent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui au point où ces gens-là seraient un peu enclins à prendre au sérieux la proposition africaine? Là aussi, je m'interroge. Parce que après aussi, Monsieur Ndomon se souvient, c'était l'année dernière, le président Zelensky avait souhaité
discuter avec les dirigeants africains. Vous vous souvenez, à ce moment-là, c'est le président Macky Sall du Sénégal qui était à la tête de l'institution. Il était d'ailleurs allé rencontrer non seulement le président Poutine, mais aussi, je pense bien, le président Zelensky. Mais sauf que du côté de l'Ukraine, on aurait voulu s'adresser aussi de manière solennelle aux États africains, c'est-à-dire à l'Union africaine. Mais au risque de me tromper, le président en exercice à ce moment-là, le président Macky Sall, n'avait pas dit non, mais il avait dit, en tout cas, la décision ne lui revenait pas à lui seul. Et jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Donc, ce qui peut expliquer, en tout cas un certain nombre de choses, ce qui peut expliquer justement la position de certains pays africains. Donc, est-ce que le fait que l'Ukraine avait quand même sollicité cela ne voudrait pas dire que l'Afrique est importante justement dans ce dossier? Je pense que ce qu'il faut retenir dans cette attitude de l'Ukraine et qui n'a pas reçu, qui a reçu une fin de non-recevoir, tout à fait. Pour dire les choses comme elles se sont passées, c'est toujours cette attitude condescendante. Mais l'Ukraine, c'est quoi? Pour prétendre, parce qu'elle a un conflit avec la Russie, d'exiger, de s'exprimer, de donner son point de vue à toutes les regroupements sur le plan mondial. Et il s'exprime devant, par exemple, l'Union européenne, on l'a vu plusieurs fois, aux Nations Unies également, il s'exprime. Oui, mais on sait que l'Union européenne a pris fait et cause dans cette guerre-là, pas pour l'Ukraine, pour leur bloc contre la Russie. Au niveau des Nations Unies, ce fut un gros bordel, c'est n'importe quoi. Et c'est ça, ce parti pris des Nations Unies, qui a même discrédité, par exemple, quelqu'un comme le secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui aurait eu un jeu très important à jouer. Mais parce qu'il a une attitude d'aplaventrisme vis-à-vis des intérêts occidentaux, et il a permis, n'est-ce pas, à M. Zelensky, de prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça a produit ce que cela a produit. Donc, je crois que il fallait avoir le courage d'aller au fond des choses. Et pour moi, la proposition qui aurait été la mieux équilibrée, c'est d'accord, on va voir la Russie et le président Poutine. Bon, si nous avons des choses à faire valoir, on essaie de les mettre sur la table. On rencontre M. Zelensky, qui n'est que le vaguemestre de service des intérêts occidentaux pour l'instant, et puis on va voir les occidentaux chapeautés par les États-Unis et son président, et qu'on discute pour qu'on puisse avoir l'entièreté, n'est-ce pas, des données sur lesquelles on devra plancher pour essayer de trouver une solution. Mais je continue de le dire, j'insiste, je ne vois pas comment, n'est-ce pas, M. Zelensky sera aujourd'hui à même de manière autonome à prendre une décision qui pourra peser en ce qui concerne ce conflit. À moins que, pour les Occidentaux, ce soit une porte de sortie. Et si c'est le cas, comme porte de sortie, pour ne pas perdre la face, ils vont donner des instructions à M. Zelensky qui iront dans le sens d'accepter les propositions qui viendront de l'Afrique. Qui viendront pour mettre fin à ce conflit. Et nous le savons très, très bien, la question, elle a plusieurs volets. Elle a des volets sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan civilisationnel. Elle a plusieurs volets sur lesquels il faudra trouver le juste milieu. Donc, c'est pas facile. Les médias occidentaux, la propagande occidentale, quand on a dit, oui, il y a le droit international, mais est-ce qu'il n'y avait pas le droit international quand on a décidé, par exemple, de dépêcher un pays comme la Yougoslavie? Il n'y avait pas de droit international. Il n'y avait pas de droit international quand on a décidé d'arracher une partie de la Serbie et créer un État, d'ailleurs, qui n'est pas reconnu par tous les pays du monde aujourd'hui, qu'on appelle le Kosovo. Il y a 1000 et plusieurs exemples qui démontrent effectivement que nous sommes là dans une question de rapport de force. Et il faut que les diplomates qui iront dans ces négociations tiennent compte que nous sommes dans une histoire de rapport de force. Mais nous sommes aussi dans un débat qui, au-delà de la confrontation militaire, pose la question du monde de demain. Et le rôle prépondérant que l'Afrique devra
devra jouer dans l'avènement de ce monde qui, je vais prendre cette expression, qui nous tend les mains, les bras. Donc, il ne faudra pas se calfeutrer ou bien se cantonner dans le narratif occidental qui voit en la Russie l'agresseur et dans l'Ukraine la victime. C'est faux. Ça sera pour eux la meilleure des manières de très mal aborder la mission qu'ils se sont donnée eux-mêmes. Mais bon, je ne parle pas à leur place. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, cette équipe est quand même composée d'éminents grands négociateurs, hommes d'État, qui sauront faire valoir l'African Touch, n'est-ce pas, dans le cadre de ces négociations, et qui peut-être, de toute façon, nous l'espérons, mais vont permettre à mettre fin à ce conflit meurtrier dont les morts, surtout jeunes, beaucoup de se civils, comptent à milliers de morts. Je pense qu'il faut arrêter cette affaire-là le plus tôt possible, mais une fois de plus, écoutez, quand la guerre est déclarée, il n'y a plus de morale. Ah oui, eh bien, on poursuit. Il s'agit, on le rappelle, de faire comprendre aux belligérants quelles sont les souffrances causées. Ça sont les propos, par exemple, du président Denis Sassou Nguesso. Faire comprendre aux belligérants quelles sont les souffrances causées par cette guerre aux peuples faibles du monde et en particulier aux peuples d'Afrique. Eh bien, pour le président congolais, ce sera donc l'occasion d'expliquer de vive voix l'impact négatif de ce conflit aussi sur l'économie africaine. Quand on sait que certains analystes estimaient que nous ne sommes pas concernés par cette guerre. L'Afrique, il n'y a pas un réel impact de cette guerre sur l'Afrique, mais lorsqu'on écoute quand même les propos du président congolais, on comprend que l'Afrique est quand même aussi, pour ne pas dire fortement touchée. Oui ou non? Oui et non. Premièrement, je ne ferai pas de leçon au président congolais, Denis Sassou Nguesso, mais je rappelle tout de même que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Tout à fait. Premièrement. Deuxièmement, les arguments qu'il avance ne tiennent pas, parce que c'est pour ces dirigeants africains tenter de se dédouaner de leur propre position de faiblesse. C'est à l'Afrique de comprendre que le monde dans lequel nous évoluons serait un monde extrêmement violent, c'est un monde de protection des intérêts des uns des autres, et elle, l'Afrique, ne pourra pas protéger ses propres intérêts dans la configuration actuelle. C'est pas possible. La question de l'unité de notre continent se pose justement avec ce conflit. Une Afrique unie aurait pu dire, bon, continuez de faire votre guerre de 100 ans là-bas, puisqu'on n'est pas intéressé. Rien, je vous dis, alors là, rien en termes de conséquences ne pourra impacter notre continent. On a un continent qui a plus de 30 millions de kilomètres carrés. D'un tenant, bon, nous avons nos îles, d'accord, mais presque d'un tenant. Presque d'un tenant, ça, on a plus de 30 millions de kilomètres carrés. Donc l'Afrique peut décider de vivre en autarcie pendant un temps. Elle pourra tenir. Les questions sur lesquelles le narratif occidental a été construit pour essayer d'effrayer les Africains en donnant l'impression que, attention, il y a un danger qui toque à votre porte, le danger de la famine, c'était quoi? C'était qu'avec cette guerre-là, les ports ukrainiens étant bloqués, les cargos à blé, ou bien à grains, comme on dit, il n'y a pas que le blé, il y a aussi le maïs, ne sortant pas de cette zone-là qui, avec cette guerre, beaucoup de gens ont découvert qu'en réalité, c'était l'un des greniers par excellence du monde, et que cela aura les impacts au niveau de l'Afrique. La question de l'engrais, n'est-ce pas, qu'on ne peut plus avoir pour un pays comme le Sénégal. On a vu l'importance de l'engrais pour l'agriculture. Et je crois que c'est l'une des réussites de la médiation du président Macky Sall, au-delà de l'Afrique. Il a pu tirer son épingle de jeu dans cette négociation. Mais l'Afrique peut valablement, indépendamment de la Russie et de l'Ukraine, créer des conditions nécessaires pour, se mettre à l'abri d'une espèce d'autosuffisance alimentaire. Mais surtout, créer des conditions
pour que, à partir de son phosphate, par exemple, on puisse avoir de l'engrais pour enrichir nos terres. Si tant peu que nos terres seraient pauvres, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous voyez, donc, en mettant en avant des arguments de type, cette guerre-là crée des situations difficiles pour les petits pays que nous sommes, le président Sassou Nguesso joue l'autruche. Il refuse de voir le vrai problème. Le vrai problème, c'est que lui, président Sassou Nguesso, président du Congo, devait déjà être en pourparlers avec ses frères d'Afrique centrale, au moins pour leur dire, vous voyez ce qui arrive. Je pense qu'il est grand temps aujourd'hui de poser sur la table, au niveau de la CEMAC au moins, la question de l'unité politique des pays d'Afrique centrale, pour qu'on ait une fédération des États-Unis d'Afrique centrale. Et si on monte en puissance avec ces valeurs-là, je pense que oui, on ne serait pas totalement à l'abri des difficultés, mais au moins nous allons les réduire, le chapelet de considérablement. Ces difficultés seront réduites considérablement. Et je m'étonne donc de voir que nous avons des dirigeants qui font semblant de ne pas voir cette réalité-là et qui vont, comme de petits mendiants de paix, aller se mettre à genoux en évoquant la faiblesse de leurs états économiques, financiers, etc., sans se dire que, mais, est-ce que j'ai commencé moi-même d'abord à balayer devant ma propre porte avant d'aller balayer devant la porte des autres? Je vous dis, le monde dans lequel nous vivons est très violent. Il n'y aura pas de place pour des gens qui n'assument pas les responsabilités qui sont les leurs. Et l'avenir, la possibilité d'un monde multipolaire qui arrive ne pourra avoir d'impact, c'est-à-dire que l'empreinte africaine, que si on brise complètement cette construction esclavagiste néocoloniale issue de la conférence de Berlin du 184 et du 185. Il faut une reconfiguration politique, géopolitique et même géographique de notre continent. On ne peut pas continuer avec ces États, excusez-moi l'expression, c'est pas une insulte, mais des micro-bantoustans. Justement, c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a le véritable problème. Et c'est ce qui peut expliquer que certains ayant épousé ou bien fait cause pour l'argumentaire occidental. Ce narratif, oui. Ce narratif-là continue de le diffuser à loisir et l'avoir comme argument. Oui. Cela est une espèce de cécité politique et géopolitique incroyable. Eh bien, on a quand même aussi la réaction du côté de l'Ukraine après cette annonce de l'arrivée des chefs d'État africains. Eh bien, on nous dit, je pense que c'est un responsable, voilà, le ministre des Relations étrangères, extérieures du côté de l'Ukraine. Il dit ceci: si les leaders africains ont un plan spécifique, ils ne l'ont pas partagé avec nous. Là, il répondait aux questions lors d'une conférence de presse. Alors, justement, c'est le chef de la diplomatie ukrainienne. Lorsque on le dit déjà, les dirigeants africains ne l'ont pas partagé, par exemple, pour le cas précis de l'Ukraine, est-ce que ça veut dire que la démarche est déjà fauchée? Mais on précise quand même qu'il a précisé qu'il serait bien sûr enchanté de recevoir les chefs d'État, les dirigeants africains et de discuter avec eux. Non, pour cette fausse diplomatie, parce qu'une diplomatie qui ne tient pas compte de la réalité en termes de rapport de force pour s'engager dans un bras de fer comme celui-là, contre une hyperpuissance comme la puissance russe, qui pose bien les questions sur la validité de cette diplomatie. Mais pour eux, c'est de peine bénie. Ça va être encore une opération médiatique, de marketing médiatique très important. Vous allez voir, c'est que l'Ukraine va vous sortir de nouveau. Enfin, ils ont toute l'Afrique qui a pris conscience et l'Afrique se déplace pour être à genoux et ils vont ressasser à l'envie, n'est-ce pas, toute la construction conceptuelle de leur politique médiatique concernant cette guerre et pour donner l'impression qu'il faut quand même que l'Afrique écoute ce qui se passe. Mais je suis désolé, c'est aussi une manière de dire écoutez, là encore, en tant qu'un diplomate, c'est une attitude justement, un langage, c'est ça qui interroge. Comme diplomate, je pose devrait s'exprimer de la sorte. Voilà.
Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'humilité. Et d'ajouter, peut-être c'est par là qu'on tirera bien sûr peut-être une conclusion sur cette première thématique. Je vais le citer, il s'agit de monsieur Dimitro Kuleba. Le terrible Kuleba. Qui prévient toute initiative de paix doit respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il ne peut impliquer, même entre les lignes, une quelconque cession du territoire ukrainien au profit de l'envahisseur russe. Deuxièmement, n'importe quel plan de paix ne peut avoir pour objectif de geler le conflit. Nous avons connu cela, nous avons négocié avec la Russie de 2014 à 2022. Il y a eu 180 réunions de consultation et au final, la Russie a lancé une invasion de grande ampleur. Il ajoute, si votre initiative de paix respecte ces 2 points, alors nous pourrons nous asseoir et voir comment vos propositions peuvent rencontrer la formule de paix proposée par le président Volodymyr Zelensky. Cela s'applique à tout le monde, pas seulement à une initiative africaine. Ouais, bon, écoutez, tu te dis là. Monsieur Kuleba fait partie de ce que j'appelle les faucons de l'Occident qui ont été mis au pouvoir à Kiev. Kuleba est dans un projet civilisationnel. C'est les tenants de l'expression on se battra jusqu'au dernier Ukrainien. Un homme politique responsable n'avance pas de telles bêtises. Monsieur Kuleba, comme diplomate, est disqualifié à mes yeux de faire partie de cette équipe-là qui devait négocier cette affaire. Quand j'écoute des individus comme Kuleba, je me demande que font les véritables militaires ukrainiens. Vraiment, je vous le dis sincèrement, c'est le point de vue des passants. Oui, bien sûr. À leur place, je ferai un coup d'État. Parce qu'à la tête de leur pays, ils ont des gens qui sont des irresponsables. Mieux, la diplomatie a des finesses. Elle a des manières d'aborder, de polir les angles, des contours. La diplomatie, même dans les cas les plus difficiles, extrêmes, comme c'est le cas de ce pays qui a guerre, ne se fait pas avec de telles injonctions, avec de telles occasions. Si ce n'est pas ceci, alors là, ça ne vaut pas la peine que vous veniez. Ce n'est pas un diplomate. Un diplomate n'exprime pas sa pensée de cette manière. Alors, si vous avez donc... vous regardez l'attitude de Kuleba, et vous avez en face, comme adversaire sur le plan diplomatique, quelqu'un comme M. Sergei Lavrov, vous voyez la différence. La différence est nette. Lavrov ne répondrait jamais comme ça, même si c'est ce qu'il va penser. Même s'il n'est pas d'accord avec les positions. On a d'ailleurs vu lorsqu'il effectuait ses visites dans certains pays africains qui ont pourtant voté contre la Russie. Ce domaine du moins la diplomatie a été en tout cas à l'œuvre. Vous savez, pendant des gens qui sont soucieux de la vie humaine, si vraiment il y en avait, au niveau de l'établissement politique au pouvoir en Ukraine, chaque perche qu'on vous tend dans le cadre de la résolution, vous saisissez la perche d'abord. Si l'un des objectifs qu'on peut gagner de cette médiation africaine, c'est par exemple d'imposer dans un premier temps un cessez-le-feu, autant pour moi. Par exemple. Cessez-le-feu par exemple. C'est pas quelque chose de gagné? Bien sûr. Et M. Kuleba vous dit que c'est exclu. Qu'il faudrait se conformer à la proposition de M. Zelensky. Donc vous n'avez pas en face de vous un véritable négociateur. Vous avez un petit manipulé de marionnettes qui se fout pas mal de la vie de ses propres concitoyens. C'est milliers d'Ukrainiens qui meurent chaque jour. Ce n'est pas le problème de Kuleba. Le problème de Kuleba, c'est de continuer de tenir le narratif occidental, n'est-ce pas, avec les éléments de langage construits dans les officines occidentales, et de les mettre en avant. C'est même comment j'appelle ça, une attitude d'insulte vis-à-vis du monde libre. Et une attitude de condescendance vis-à-vis de ceux qui se gênent, qui se donnent de la peine à essayer aussi d'apporter de petites pierres à l'édifice pour essayer de construire une paix relative.
Tout à fait. Donc, pour moi, ces gens, bon, je ne sais pas d'où ils sont sortis, mais la manière dont gère cette guerre-là, ce conflit, démontre vraiment à suffisance qu'ils ne sont pas qualifiés pour être des partenaires crédibles dans le cadre de la recherche de la résolution de ce conflit. De toutes les façons, on suivra bien sûr cette actualité. Les chefs d'État africains devraient justement se rendre de ce côté-là les 16 et 17 juin prochains, donc d'ici quelques jours, pourquoi pas heure d'ailleurs, pour rencontrer ces différents dirigeants. On rappelle aussi qu'un sommet Russie-Afrique et donc va se dérouler le mois prochain, au mois de juillet, entre les dirigeants africains et bien sûr le président Poutine, ce sera du côté de Saint-Pétersbourg en Russie. On va passer à la seconde actualité pour sortir encore les quelques minutes qui nous restent. Eh bien, on parle de ce fléau LGBTQ. Eh bien, il faut dire que la polémique naît aussi de plus en plus avec ces programmes qui sont distribués ou encore offerts par certains distributeurs. Parce que même les tout petits, aujourd'hui, on s'en est rendu compte, sont aussi visés ou alors la cible de ces pratiques. Et on le rappelle parce qu'il faudrait peut-être mettre les choses au clair. Il ne s'agit certainement pas de peut-être s'attaquer de manière personnelle. Il s'agit de pratiques, en tout cas qui on le sait, ne sont pas reconnues dans la plupart des pays africains. Mais où le bas blesse, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait imposer, je pense que c'est là le véritable problème, imposer cela aux États africains. Eh bien, avant peut-être de répondre à cette question, parce que c'est par là qu'on va sortir, on s'intéresse à la réaction du gouvernement camerounais via son Conseil national de la communication qui a donc mis en garde ses distributeurs d'images, en particulier Canal+, pour ne citer que celui-là. Réaction suffisante, Monsieur Nom? Bon, écoute, il n'est jamais tard. Mise en garde. Oui, c'est entre-temps, ça continue quand même. Oui, non seulement ça continue, ça fait quand même depuis un bon bout de temps que nos clients, nous voyons des programmes qui sont diffusés par Canal+, et qui sont offerts même à certaines chaînes les câbleaux locales, mais tout qui à donnent fait. fort d'eau. Oui. Nous sommes complètement perdus. Comment on peut faire même des dessins animés pour enfants? Exactement. Des gamins de 7 ans. Et on montre un jeune garçon qui embrasse un jeune garçon, une jeune fille qui embrasse une jeune fille. Ou des thématiques poussent à des questions du type la sexualité. Exactement. On doit déjà l'apprendre dès le biberon. Le bas âge, on peut choisir. Le choix du sexe n'est pas naturel, mais il a assumé. Oui. Et on demande aux enfants de faire des choix. Oui. Qui veut être un homme, qui veut être une femme. Il veut procéder à des formes de domestication, passant par cette pédagogie à grande échelle que sont les médias, pour introduire dans le subconscient de ces hommes faibles, de ces hommes vierges, candides, le fait que c'est un phénomène normal. Que tout le monde, tout être censé doit assumer. Ils ont tenté. D'abord, c'est un agenda. Moi, je crois que je ne pense pas que c'est fortuit, c'est un agenda. Ils ont tenté avec la question de nouveau droit de l'homme à l'ONU. Bon, ça n'a pas connu de succès escompté. Chez eux, en Occident, ils poussent la législation à aller dans ce sens de manière ouverte, souvent même en dépassant même leurs propres espoirs. Les histoires des hommes qui peuvent épouser des animaux, les hommes qui peuvent faire avoir des relations sexuelles avec des animaux, à condition que l'animal ne soit pas blessé, des choses comme ça. Et ils le disent ouvertement. Certaines législations ont même pris en compte ces demandes de ces lobbies-là. Pour l'Afrique, l'Afrique est une cible privilégiée de ce genre. Et certains pays africains ont décidé de dépénaliser justement. Oui, la pression de ces lobbies. L'Afrique est une cible privilégiée. Pourquoi?
Parce qu'on regarde. La démographie africaine, elle est galopante. Oui. Mais surtout, il faut éliminer la culture africaine. Il faut que ce soit au moins une culture hybride où l'homme africain ou l'enfant africain ne se retrouve plus. Il faut continuer de pousser en avant en donnant l'impression que les réformes humaines qui sont justes pour l'être humain sont celles qui sont produites par cette éclique occidentale. Mais là encore, je mets des bémols parce que même en Occident, ce ne sont pas des valeurs qui sont totalement partagées. Oui, 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 bien sûr. Il faut faire attention. Bien sûr. Alors, il passe par quoi? Il passe par les médias. Un groupe comme le groupe Canal, j'en parle souvent sur vos médias, avec certains de vos confrères, mais allez voir qui détient ces médias mainstream. C'est à peu près 1% de ces hommes les plus riches qui détiennent près de 90% de ces médias. Et ils se sont organisés de telle manière que pour avoir la moindre petite visibilité avec des programmes alléchants, il faut te connecter à eux. Alors, si vous aimez le football, comme c'est le cas aujourd'hui pour les jeunes agents africaines, le meilleur bouquet pour l'instant, c'est le bouquet Canal. Bon, en attendant que nos ingénieurs informaticiens craquent complètement, moi je le dis ouvertement, parce qu'au Maghreb ça n'existe plus, qui craquent leur code là pour donner des images free aux autres. Parce qu'ils font des bouquets qu'ils cadenassent. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir envie de voir un programme qui n'est pas... qui vous convient, mais qui est dans leur bouquin, vous ne le verrez jamais. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les documentaires animaliers et qui parlent de la nature. C'est généralement dans ces bouquins. Enfin, généralement, les meilleurs de ces documentaires sont dans ces bouquins. Donc, si je sors de cadre par excellence que j'adore, qui est la politique, avec les débats, avec les documentaires qui parlent de la marche du monde, j'aime beaucoup les documentaires animaliers en premier, et deuxièmement, j'aime les documentaires qui parlent d'histoire, même si, bon, j'ai commencé elle est comme elle est. Mais au moins, elle vous permet d'avoir la possibilité d'avoir une critique juste du narratif qui vous est proposé. Mais, comment vous allez faire pour avoir des chaînes comme Nature Géographique, qui parlent des animaux, qui parlent même Ushuaïa, excusez-moi, sans publicité, ou bien l'histoire, toute l'histoire, Planète Plus, vous allez faire comment? Ils ont cadenassé les jeux. Donc je dis à nos informaticiens, cassez-nous ces codes-là. Cassez-nous ces codes-là et rendez libre l'accès à ces chaînes. Canal Plus, ce n'est pas un satellite. C'est un gros câble opérateur. Il faut dire ça aux gens. Oui, c'est un câble distributeur. C'est un gros câble distributeur qui pique dans des chaînes dédiées ici et là, et il forme un bouquet et qui ficelle, c'est tout. Mais ce qui est justement aussi inquestionnable et justement impressionnant, c'est que on va dire peut-être dans les pays comme au Cameroun, d'autres parviennent plus ou moins à s'intégrer facilement, il y a de la concurrence, mais on a vu ailleurs, Monsieur Ndom, il est impossible d'avoir un bouquet sans que ça ne passe, en tout cas il est impossible d'avoir des chaînes sans passer par Canal. Dans certains pays, ils ont réussi vraiment à s'imposer et à s'accaparer justement le marché. Et souvent en contradiction avec les législations de ces pays tiers qui répriment. Effectivement, c'est ça. D'homosexualité. Vous voyez comment on contourne l'obstacle. Et on s'impose à vous. On s'impose. Que vous le vouliez ou non. Tout à fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Manuela. Vous êtes en famille avec vos frères, avec vos soeurs, avec vos neveux, vos nièces, avec vos propres enfants. Et vous regardez une très belle émission, ou bien un très beau documentaire, ou bien un très beau film. Et pam, vous tombez sur une scène où un homme va tomber amoureux d'un homme, embrassant un homme. Mais vous pouvez devenir fou. Je vois encore des gens dire étayez-moi ça, étayez-moi. Vous comprenez, mais il est trop tard. D'où je suis en même temps satisfait, mais aussi assez en colère vis-à-vis des conseils nationaux de la communication. Pensez que c'est un peu trop tard. Ça a quand même pris du temps. Mais pire encore, je suis en colère contre certains entrepreneurs des médias au Cameroun qui ont refusé de faire le tamis. Je ne veux pas insulter d'autres médias parce que bon, je suis affilié aux médias africains, c'est ma chaîne préférée, je suis très heureux de voir comment l'effort est fait à votre niveau. Pour que dans vos programmes ne glisse pas
des films, des documentaires qui vont aborder bien sûr, qui ces ne vont questions pas dans le sens de manière civique. Bien sûr. Mais d'autres là, ils prennent, c'est comme du tout venant. Même dans les télénovelas maintenant, ces gens sont rentrés dedans. Ils prennent tout, ils disent que, ils disent que non, c'est parce que c'est une série à succès. Et alors, c'est quoi une série à succès? Oui. C'est pas un argument. Ce sont des arguments qui m'énervent. Mais donc, il y a aussi la responsabilité personnelle des entrepreneurs, de médias, qui, comment dire ça, violent les lois en vigueur. C'est une loi pénale. Hein. Donc je commence à respirer, mais je dis, il faudra qu'il y ait la coercition. Il faudrait que... le contrôle. Oui, monsieur Tchoboken Karadossé, tiens une parole. Ceux qui vont compter dans ce sens, il faut fermer ces médias. Et justement, il y a deux questions qui viennent comme ça, fermer. On a cette décision du CNC. Mais est-ce que ces États africains, parce qu'on sait que la plupart n'acceptent pas l'homosexualité, tout à l'heure on parlait de pression, mais comme ça rentre sur le plan international, dans le cadre, c'est ce qui est souvent évoqué, des questions de droits de l'homme, on a d'ailleurs vu certains Africains qui ont réussi à traverser, aller de l'autre côté sous prétexte que dans leur pays ils sont persécutés parce qu'ils sont entre autres homosexuels. Est-ce que ce n'est pas aussi par peur de représailles justement, d'annotation internationale comme on l'a souvent vu, tel pays est dernier en matière de droits de l'homme, que ces États africains souvent se retrouvent obligés d'accepter cela. Et de l'autre côté, c'est un sujet, aujourd'hui peut-être on en parle, mais nous sommes d'accord, quelques années en arrière, cela semblait être un sujet tabou. Parce qu'on estime, c'est ce qui est dit, que c'est un grand lobbying, ce sont des personnes assez puissantes qui plus ou moins pratiquent cela. Alors, est-ce que tout cela n'explique pas aujourd'hui le fait que les États africains sont faibles par rapport à cette situation? Mais ça rejoint un peu ce que je vous disais pour le premier sujet. Ils sont faibles parce que, regardez, c'est des petits bantoustans. Oui. Ils ne peuvent pas... Que voulez-vous qu'un pays comme le Togo, même le Congo de M. Sassou Nguesso, le Gabon, vous avez des pays comme ça, le Bénin, comment ils vont résister à cette bourrasque, à ce niveau de pression? Mais est-ce que vous avez déjà entendu, vous avez écouté la Russie sur la question, non? Bien sûr. Vous avez écouté la Chine? Clair. Le Qatar. l'Arabie Saoudite? Oui. Vous avez vu le mondial dernier? Tout à fait. Parce que le Qatar, au-delà du fait qu'économiquement, ils sont devenus, ils ont un soft power qui n'est pas discutable, mais ils sont adossés dans une région culturellement qui refuse. Donc, aucune tentative de pression ou de sanction ne peut prospérer vis-à-vis du Qatar dans cette affaire. Et vous avez vu, les pressions n'ont pas été des moindres. On a essayé de dépasser la question en la ramenant sur la question des droits de l'homme. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont construit ce stade qui sont morts, comment on peut aller jouer le mondial, etc. Alors que l'Ouganda est sous la menace des États-Unis. Voilà, alors les mêmes gens qui le disaient ont oublié qu'ils sont allés jouer au mondial en Argentine avec une dictature terrible, cette vidéo-là. Où les gens criaient dans le stade de foot et à côté, c'était des salles de torture où les pauvres qui réclamaient la démocratie étaient torturés. Ils entendaient comment la jeunesse du monde jubilait à côté dans les stades parce que un but était marqué. Donc, c'est une question de prise de conscience et de construction, n'est-ce pas? La construction d'un rapport de force. Et, je le dis aujourd'hui, nous ne pourrons pas hâter l'avènement de cette nouvelle réalité politique avec une Afrique forte qui est capable de faire face aux différentes tentatives, aux différentes pressions de cette élite mondialisée, capitaliste, débridée, libertaire, avec l'Afrique telle qu'elle est là aujourd'hui. C'est tout le problème. Si nous construisons une autre réalité politique interne au continent africain, ça va être des décisions qu'on prendrait très vite. Vous pouvez estimer le manque à gagner de Canal+ si on décide que s'il continue sur cette lancée-là, elle sera bannie complètement du sol africain, et même dans les pays francophones. Vous pouvez vous imaginer? Vous pouvez pas vous imaginer, c'est énorme. C'est un manque à gagner qui est énorme. Canal+ fait son principal chiffre d'affaires en Afrique, ce n'est pas en France. Oui, c'est vrai.
Ça, c'est vrai. Ouais. Bon, j'aime pas beaucoup les chiffres parce que bon, c'est pour ça que je refuse, ça me juste souvent des tours, mais les propres chiffres, quand vous les voyez, vous mettez la main sur la tête. C'est une véritable escroquerie. Alors qu'ils ne font aucun effort, je continue de vous dire, c'est un gros câbleau distributeur qui a signé des contrats avec telle chaîne. Je vais en Afrique, est-ce que je peux vous prendre à main de manière exclusive? C'est moi seul. C'est tout. Ouais. C'est tout. C'est tout. Oh, le monde est libre, le monde est tellement grand. Il n'y a pas que Global TV qui est en réalité l'enceinte des capitalistes négriers brésiliens. Il y a beaucoup. C'est là qu'on découvre qu'un pays comme la Turquie aussi produit des documentaires à l'eau de rose, que vous appelez les telenovelas. Mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup. Même les Qataris en produisent. Et pourquoi les Africains n'en produiraient pas? Nos hommes d'affaires qui savent seulement, comme je vois au Nigeria, make money, money. Ils oublient que la guerre, elle n'est pas économique, elle est aussi culturelle. Culturelle, bien sûr. Et ce n'est pas ce que les médias de cinéma nigériens, comme on les appelle, les Kwaoud là, les Nollywood. Les Nollywood proposent les affrontements entre un Satan qui est africain et un sauveur qui est blanc. Un Satan qui est noir. Non, ce n'est pas seulement ça. Ouais. C'est eux qui ont, à mon sens, les meilleurs auteurs, dramaturges, les moyens également. Je pense à Mostutuela de Drinka. Ouais. Je pense à Chino Achebe, Things Fall Apart. Il y a des milliers et des milliers de scénarios à tirer de ce genre. Je ne parle pas d'autres gens comme les Benokri. Ils en ont. Mais allez tirer là-dedans des possibilités d'écriture, de scénario, de trucs très alléchants. Ça va, premièrement, nous remettre dans notre propre culture ancestrale africaine. Mais deux, montrer le génie africain dans le cadre de la résolution, n'est-ce pas, des problèmes complexes. C'est en Afrique, c'est à travers ces contes, c'est à travers ces récits qu'on trouve Djekla Djambé. On ne peut pas faire de l'histoire de Djekla Djambé toute une thématique pour montrer la capacité de l'homme à résoudre des problèmes complexes. Donc voilà. Et peut-être ramener même ça en termes de documentaire pour gamins. Hein? Il n'y a pas que les mangas. On peut créer des mangas africains qui racontent des épopées. Bon, on a tenté avec Kirikou, mais c'est insuffisant. Donc je crois sincèrement qu'il y a des formes de paresse et des choix du point de vue, j'allais dire, de business et qui se font et qui omettent de mettre en valeur la culture africaine, les traditions africaines, le génie africain, la perception africaine du monde, même la cosmogonie africaine et la manière dont, de manière holistique, même l'Africain définissait le cosmos. Et malheureusement, c'est à ce niveau que nous ne jouons pas grand jeu, au point où je vois des débats, parce que dans un truc de Netflix, on a présenté Nefertiti ou bien qui d'autre en d'une femme noire. Alors là, on devait le bouclier, c'est un sacrilège. Mais c'est aux Africains. Je continue de dire, il n'y a pas qu'à vendre du bois pour un franc symbolique, il n'y a pas qu'à vendre nos matières premières pour des francs symboliques, il n'y a pas que à être dans des joint ventures avec des gens qui pillent l'Afrique, qui font de vous de vrais tycoons du point de vue des affaires. Il y a beaucoup à faire. Il y a la culture qui a été vivée, inexploitée encore. Il y a... prenons même le cas même du Sénégal, ça me revient. Regardez la lutte traditionnelle sénégalaise. Qu'est-ce qu'on ne peut pas tirer là comme thématique pour créer des films, pour créer des trucs pour enfants et en faire vraiment de vrais success stories. Donc je crois sincèrement, oui, en plus, notre identité sera revalorisée. Et puis l'Africain ne va pas... et tout le monde être comme on le regarde dans les télénovelas brésiliens. Quand vous voyez un noir dans les télénovelas brésiliens, soit c'est comment dire ça, une amende qui a été déçue, soit il va jouer le rôle de boy à la maison, soit alors en tout cas rarement c'est quelqu'un d'aisé, de quelqu'un qui est fait pour faire du commérage entre des parties, mais jamais quelqu'un à qui on donne un rôle prépondérant qui valorise non seulement son jeu d'acteur, qui valorise aussi la couleur de sa peau, mais qui valorise aussi sa propre culture. Voilà la réalité.
Eh bien, voilà. Merci à vous, patients parfum d'homme. C'est ici qu'on va aussi se séparer, mettre un terme à cette autre édition de Regard panafricain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On vous remercie d'être toujours avec nous, chers téléspectateurs, téléauditeurs. Vous êtes sur la 96.3 FM. For You Radio, mais aussi For You Media, For You Télévision. Merci une fois de plus à vous, patients d'homme. Alors, on vous dit donc à très bientôt. Les programmes sont en continu sur votre télévision et votre radio. Merci. For You Radio. On va refuser. For You Radio. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Nous sommes très honorés de vous retrouver encore ce jour dans le cadre de votre programme Regard panafricain. Eh bien, notre invité de ce soir, patient parfum d'homme, merci d'être là, bienvenue. Bonsoir, princesse Manuela Sikendumbe, madame la directrice. C'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau, sur cette formidable et très belle aventure qu'est For You Média Africain. Surtout que là, nous sommes face à nos auditeurs, à nos téléauditeurs aussi. Exactement. Donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je reprends présent à vos nombreuses invitations. Et merci une fois de plus pour cette opportunité que vous me donnez. C'est nous qui vous remercions. Merci pour ce temps que vous mettez à la disposition, bien sûr, de For You Media Africa. On rappelle que vous nous suivez également en ce moment à travers la 96.3 FM, votre radio, mais aussi notre application For You Media Africa, sans oublier les différentes plateformes. Une émission aussi programmée qui sera diffusée sur les antennes de la télévision For You Media Africa. Eh bien, deux thématiques. D'abord, on va parler de cette visite qui est annoncée des chefs d'État africains. Eh bien, d'ici quelques jours, certains chefs d'État africains iront donc à la rencontre des présidents Vladimir Poutine de la Russie et Volodymyr Zelensky de l'Ukraine sont donc annoncés dans cette délégation. Denis Sassou Nguesso du Congo, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, le président Macky Sall du Sénégal, Yoweri Museveni de l'Ouganda, Hichilema, le président zambien, Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte et bien sûr le président Azali Assoumani, président des Comores, mais aussi président en exercice de l'Union africaine. L'Afrique veut donc proposer un plan de paix et elle estime qu'elle a un rôle essentiel à jouer dans la résolution du conflit qui oppose aujourd'hui l'Ukraine à la Russie. On rappelle que le conflit est donc en cours depuis plus d'un an déjà et d'ailleurs en visite officielle du côté de la Côte d'Ivoire, le président congolais Denis Sassou Nguesso a estimé que face à un tel drame, l'Afrique ne peut pas rester silencieuse ou encore indifférente. Alors que vaut la médiation africaine dans la résolution de ce conflit? On en saura un peu plus avec notre invité. Et puis on sortira avec cette autre actualité. On revient sur ce problème de promotion de l'homosexualité en Afrique. On parle entre autres de LGBT par certains canaux médiatiques ou encore distributeurs. Même si les programmes, même et également les programmes des tout petits sont concernés, eh bien si la plupart des pays africains, on le sait, essayent de gérer cela avec modestie et surtout beaucoup de pudeur, bien qu'étant conscients de l'existence de cette pratique. Au Cameroun, par exemple, le Conseil national de la communication a mis en garde ces distributeurs d'images au moment où l'on s'interroge, ou on continue d'ailleurs de s'interroger, sur l'inertie des autorités africaines face
à ce que certains qualifient de fléau, d'autres de drame. Et bien voilà donc le décor planté, les deux thématiques qui animeront cette autre tranche sur For You Media Africa avec vous, Passion Parfait d'Homme. On en parle tout juste après cette transition. Alors, la première thématique, Monsieur Ndom, c'est dirigeants africains qui vont on va dire quoi, 2 jours pratiquement, se rendre du côté, du moins, de l'Hexagone. Ils iront d'abord en Ukraine, d'après le programme, sauf changement, mais aussi après, ils devront rencontrer le président Vladimir Poutine de la Russie. Au cœur, bien sûr, c'est le conflit qui oppose les deux pays. Quel est votre avis déjà sur cette initiative des dirigeants africains? Dans le fond, oui, je pense que on peut comprendre que l'Afrique puisse disposer en son sein d'hommes de qualité, oui, de véritables diplomates, de véritables ambassadeurs de la paix, capables de par des arguments qu'ils peuvent développer, oui, pour tenter de convaincre les parties en conflit de mettre fin à ce qui tourne visiblement depuis un bon bout de temps un véritable massacre du peuple ukrainien, et cela à cause de la folie d'un homme et d'un clan dirigé par M. Zelensky, qui a accepté de faire jouer le rôle triste de son pays comme espace de conflit, oui, entre la Russie et en réalité avec le temps. On se sert du théâtre d'opération ukrainien uniquement comme espace de cet affrontement. Oui, mais sinon les véritables acteurs... Les véritables acteurs, oui, ça se voit, ceux qui financent cette guerre, ceux qui apportent la logistique nécessaire en termes d'armement, de munitions, de renseignements. C'est pire encore, ils fournissent même des hommes dans cette confrontation. Alors, oui, dans le fond, nous avons de la qualité. Nous avons des hommes qui sont capables, de par leur expérience personnelle, mais aussi de background qu'est le leur, de pouvoir apporter des propositions de solutions, oui, pour atténuer vraiment ou bien mettre fin à cette divergence. Oui. Maintenant, dans la forme, on peut bien questionner beaucoup de choses. Allez-y. L'Afrique, pendant des votes majeurs à l'ONU, le moins qu'on puisse dire, a une position mesurée. Tout à fait, tout à fait. Alors, la plupart des pays qui vont d'ailleurs, soit se sont abstenus, soit n'ont pas participé. Voilà. Tout à fait. Au point où on a vu comment elle a été presque rabrouée, pour ne pas dire interpellée de manière menacée, par les Occidentaux. Je vois encore Madame Ursula von der Leyen, tout à fait, qui dit ceux qui n'ont pas voté dans le sens que nous voulons auront des comptes à nous rendre. Exactement. Alors, et ça dénote d'une certaine fébrilité de la part des Occidentaux et de la part du monde impérialiste de ne pas comprendre les dynamiques qui sont en train de sculpter le monde de demain. Et vous ne pouvez pas aspirer à être l'un des acteurs majeurs dans ce monde de demain en ignorant le point de vue de l'Afrique quant à la marche de ce monde en construction. Oui. Vous ne pouvez pas espérer vous attirer la sympathie des peuples africains si vous continuez d'interpeller leurs dirigeants de manière condescendante, comme l'a fait cette dame, et même une bonne partie des dirigeants du monde occidental. Je pense à M. Anthony Blinken et le reste. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut essayer de mettre. Aux États-Unis, d'ailleurs, cette fameuse affaire d'une loi qui devrait être votée contre les pays qui n'ont pas voté justement contre la Russie. Voilà. Donc vous voyez le tableau qu'on essaie
de dessiner là. Oui. Mais il y a encore pire dans ce qui se passe actuellement. J'ai l'impression que cette tentative de médiation ne tient pas compte des véritables acteurs. Ok, dites-nous. Pour moi, Oui. M. Zelensky n'est pas un acteur crédible dans la résolution de ce conflit. J'aurais aimé voir, c'est vrai, je ne suis pas un diplomate, mais voir quand même les dirigeants africains prendre leur courage à deux mains et dire ok, nous irons voir du côté de Moscou avec le président Poutine, Oui. nous irons voir, mais là maintenant pour la forme, du côté de l'Ukraine, M. Zelensky, mais nous irons aussi voir au niveau des États-Unis qui sont les maîtres du jeu dans ce conflit, dans le bloc occidental. Tout à fait. Parce qu'en réalité, c'est ça la vérité, princesse Manuela. La vérité, la voilà. Zelensky est dans l'incapacité totale d'avoir une autonomie de décision concernant l'issue ou bien l'avenir de ce conflit. Il ne peut pas. Il est complètement soumis aux ordres qui viennent et de Washington, et aussi de manière subsidiaire de Bruxelles. Donc, il n'a pas de coup de franche Tout à fait. pour pouvoir aborder cette question en toute liberté et en toute autonomie. Peut-être ça risque de tourner en espèce de langage de sourd devant un interlocuteur qui n'est pas un interlocuteur, qui ne pourra que, comme un perroquet, reprendre des injonctions qui viennent de Washington. Et à partir de ce moment-là, je crois que cette tentative de médiation va se retrouver face à un véritable mur d'incompréhension. Vous avez l'interlocuteur dont vous pensez être l'interlocuteur valable, mais qui en réalité n'a aucun pouvoir. Il ne peut pas prendre de Il décision. peut pas. Oui. C'est ça le drame dans l'affaire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? On ne faut pas désespérer de l'humain. Et espérons que ceux qui actionnent Zelensky et son groupe comme de véritables marionnettes auront la sagesse de comprendre que le monde ne peut pas continuer à se farcir cet affrontement qui a des conséquences à la fois humaines, politiques, économiques et géopolitiques extrêmement désastreuses pour l'harmonie de notre planète et surtout pour la possibilité pour notre planète enfin d'être dans un espace de vie où les convivialités seront assumées. Donc, voilà ce que je pense pour l'instant. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce message de paix et d'apaisement, puisqu'on essaie de comprendre hein, sa valeur, est-ce que à vous entendre ou alors à vous écouter n'aura pas une véritable plus-value, une valeur, même si vous estimez que M. Zelensky n'est pas l'un des principaux acteurs, mais de l'autre côté on a quand même M. Poutine. Oui. Acteur majeur dans ce conflit. Donc, est-ce que cela ne peut pas aboutir ou alors faciliter un certain nombre de choses? Oui, vous savez, quand vous êtes médiateur, vous prenez en compte les désirateurs des deux camps. Tout à fait. Et vous essayez de tenter de couper la poire en deux pour essayer de ramener les uns les autres à des attitudes, à des comportements, à des formes de décision qui conviendraient aux deux parties, ne serait-ce qu'à minima. Mais là, je vous dis qu'il y a quelqu'un qu'on ira voir, mais qui ne pourra pas promettre quelque chose de probant si cela ne reçoit pas l'assentiment de ceux qui sont de l'autre côté. Et puis maintenant, l'autre difficulté que je n'ai pas énoncée dans ma première prise de parole, c'est aussi la posture de quelqu'un comme Zelensky depuis un certain temps. C'est-à-dire? Il est très condescendant. Il pense qu'il a une voix qui doit être prise en compte par l'humanité entière. Et la posture, j'allais dire, l'attitude de l'impérialisme occidental. Comment voient-ils les Africains? Voient-ils les Africains comme un véritable partenaire, capable, eux aussi,
d'apporter voilà le petit, ou bien c'est toujours cette attitude condescendante qui prévaut depuis un certain temps. On l'a vu, regarde, dans le cadre du conflit qui a abouti à la destruction de la Libye et à l'assassinat à Mondiovision de Guy Libyen. Vous vous souvenez qu'il y avait quand même un groupe de médiation africain. On retrouvait aussi Sassou Nguesso, c'était Jacob Zuma à l'époque, et qui sont même allés voir le guide libyen, qui a même fait une proposition. Le guide libyen était même prêt à céder le pouvoir. Mais non, l'Occident, monsieur Sarkozy, Obama, qui a été entraîné par Madame Clinton dans l'affaire, le premier ministre anglais de l'époque, je crois James Cameron, c'est ça, si je ne me trompe pas. Ils ont dit, mais vous qui? Ils ont même interdit à l'avion des dirigeants africains qui tentaient d'atterrir à Tripoli. Si vous essayez, on va le bombarder. Vous voyez, au-delà des rapports, mais la considération que ces gens ont pour notre continent, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé aujourd'hui au point où ces gens-là seraient un peu enclins à prendre au sérieux la proposition africaine? Là aussi, je m'interroge. Parce qu'après aussi, Monsieur Ndomon se souvient, c'était l'année dernière, le président Zelensky avait souhaité discuter avec les dirigeants africains. Vous vous souvenez, à ce moment-là, c'est le président Macky Sall du Sénégal qui était à la tête de l'institution. Il était d'ailleurs allé rencontrer non seulement le président Poutine, mais aussi, je pense bien, le président Zelensky. Mais sauf que du côté de l'Ukraine, on aurait voulu s'adresser aussi de manière solennelle aux États africains, c'est-à-dire à l'Union africaine. Mais au risque de me tromper, le président en exercice à ce moment-là, le président Macky Sall, n'avait pas dit non, mais il avait dit, en tout cas, la décision ne lui revenait pas à lui seul. Et jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. Donc, ce qui peut expliquer, en tout cas, un certain nombre de choses, ce qui peut expliquer justement la position de certains pays africains. Donc, est-ce que le fait que l'Ukraine avait quand même sollicité cela ne voudrait pas dire que l'Afrique est importante justement dans ce dossier? Je pense que ce qu'il faut retenir dans cette attitude de l'Ukraine et qui n'a reçu une fin de non-recevoir, tout à fait, pour dire des choses comme elles se sont passées, c'est toujours cette attitude condescendante. Mais l'Ukraine, c'est quoi? Pour prétendre, parce qu'elle a un conflit avec la Russie, d'exiger, de s'exprimer, de donner son point de vue à toutes les regroupements sur le plan mondial. Et il s'exprime devant, par exemple, l'Union européenne, on l'a vu plusieurs fois, aux Nations Unies également, il s'exprime. Oui, mais on sait que l'Union européenne a pris fait et cause dans cette guerre-là, pas pour l'Ukraine, pour leur bloc contre la Russie. Au niveau des Nations Unies, ce fut un gros bordel, c'est n'importe quoi. Et c'est ça, ce parti pris des Nations Unies, qui a même discrédité, par exemple, quelqu'un comme le secrétaire général, M. Antonio Guterres, qui aurait eu un jeu très important à jouer. Mais parce qu'il a une attitude d'aplaventrisme vis-à-vis des intérêts occidentaux, et il a permis, n'est-ce pas, à M. Zelensky de prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça a produit ce que cela a produit. Donc, je crois que il fallait avoir le courage d'aller au fond des choses. Et pour moi, la proposition qui aurait été la mieux équilibrée, c'est d'accord, on va voir la Russie, le président Poutine. Bon, si nous avons des choses à faire valoir, on essaie de les mettre sur la table. On rencontre M. Zelensky, qui n'est que le vaguemestre de service des intérêts occidentaux pour l'instant, et puis on va voir les occidentaux chapeautés par les États-Unis et son président, et qu'on discute pour qu'on puisse avoir l'entièreté, n'est-ce pas, des données sur lesquelles on devra plancher pour essayer de trouver une solution. Mais je continue de le dire, j'insiste, je ne vois pas comment, n'est-ce pas, M. Zelensky sera aujourd'hui à même de manière autonome à prendre une décision qui pourra peser
en ce qui concerne l'issue de ce conflit. À moins que, pour les Occidentaux, ce soit une porte de sortie. Et si c'est le cas, comme porte de sortie, pour ne pas perdre la face, ils vont donner des instructions à M. Zelensky qui iront dans le sens d'accepter les propositions qui viendront de l'Afrique. Qui viendront pour mettre fin à ce conflit. Et nous le savons très, très bien, la question, elle a plusieurs volets. Elle a des volets sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sociétal, sur le plan civilisationnel. Elle a plusieurs volets sur lesquels il faudra trouver le juste milieu. Donc, c'est pas facile. Les médias occidentaux, la propagande occidentale prétendait dire oui, il y a le droit international, mais est-ce qu'il n'y avait pas le droit international quand on a décidé, par exemple, de dépêcher un pays comme la Yougoslavie? Il n'y avait pas de droit international. Il n'y avait pas de droit international quand on a décidé d'arracher une partie de la Serbie et créer un État d'ailleurs qui n'est pas reconnu par tous les pays du monde aujourd'hui, qu'on appelle le Kosovo. Il y a plusieurs exemples qui démontrent effectivement que nous sommes là dans une question de rapport de force. Et il faut que les diplomates qui iront dans cette négociation tiennent compte que nous sommes dans une histoire de rapport de force. Mais nous sommes aussi dans un débat qui est au-delà de la confrontation militaire, pose la question du monde de demain. Et le rôle prépondérant que l'Afrique devra jouer dans l'avènement de ce monde qui, j'aime prendre cette expression, qui nous tend les bras. Donc, il ne faudra pas se calfeutrer ou bien se cantonner dans le narratif occidental qui voit en la Russie l'agresseur et dans l'Ukraine la victime. C'est faux. Ça sera pour eux la meilleure des manières de très mal aborder la mission qu'ils se sont donnée eux-mêmes. Mais bon, je ne parle pas à leur place. Comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, cette équipe est quand même composée d'éminents grands négociateurs, hommes d'État, qui sauront faire valoir l'African Touch, n'est-ce pas, dans le cadre de ces négociations, et qui peut-être, de toute façon, nous l'espérons, mais vont permettre à mettre fin à ce conflit meurtrier, dont les morts, surtout jeunes, se comptent à milliers de morts. Je pense qu'il faut arrêter cette affaire-là le plus tôt possible, mais une fois de plus, écoutez, quand la guerre est déclarée, il n'y a plus de morale. Ah oui, eh bien, on poursuit. Il s'agit, on le rappelle, de faire comprendre aux belligérants quelles sont les souffrances causées. Ce sont les propos, par exemple, du président Denis Sassou Nguesso. Faire comprendre aux belligérants quelles sont les souffrances causées par cette guerre aux peuples faibles du monde et en particulier aux peuples d'Afrique. Eh bien, pour le président congolais, ce sera donc l'occasion d'expliquer de vive voix l'impact négatif de ce conflit aussi sur l'économie africaine. Quand on sait que certains analystes estimaient que nous ne sommes pas concernés par cette guerre. L'Afrique, il n'y a pas un réel impact de cette guerre sur l'Afrique, mais lorsqu'on écoute quand même les propos du président congolais, on comprend que l'Afrique est quand même aussi, pour ne pas dire fortement touchée. Oui ou non? Oui et non. Premièrement, je ne ferai pas de leçon au président congolais, Denis Sassou Nguesso, mais je rappelle tout de même que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Tout à fait. Premièrement. Deuxièmement, les arguments qu'il avance ne tiennent pas, parce que c'est pour ces dirigeants africains tenter de se dédouaner de leur propre position de faiblesse. C'est l'Afrique de comprendre que le monde dans lequel nous évoluons serait un monde extrêmement violent, serait un monde de protection des intérêts des uns des autres, et elle, l'Afrique, ne pourra pas protéger ses propres intérêts dans la configuration actuelle. C'est pas possible. La question de l'unité de notre continent se pose justement avec cette affaire de ce conflit. Une Afrique unie aurait pu dire, bon, continuez de faire votre guerre de 100 ans là-bas, puisqu'on n'est pas intéressé, rien, je vous dis, alors là, rien,
en termes de conséquences, ne pourra impacter notre continent. On a un continent qui a plus de 30 millions de kilomètres carrés. D'un tenant, hein. Bon, vous avez dit, nous avons nos îles, d'accord, oui, mais presque d'un tenant. Oui. Presque d'un tenant, ça a plus de 30 millions de kilomètres carrés. Donc l'Afrique peut décider de vivre en autarcie pendant un temps. Elle pourra tenir. Les questions sur lesquelles le narratif occidental a été construit pour essayer d'effrayer les Africains en donnant l'impression que, attention, il y a un danger qui toque à votre porte, le danger de la famine, c'était quoi? C'était qu'avec cette guerre-là, les ports ukrainiens étant bloqués, les cargos à blé, ou bien à grains, comme on dit, ça n'a pas que le blé, il y a aussi le maïs, ne sortant pas de cette zone-là qui, avec cette guerre, beaucoup de gens ont découvert qu'en réalité, c'était l'un des greniers par excellence du monde, et que cela aura les impacts au niveau de l'Afrique. La question de l'engrais, n'est-ce pas, qu'on ne peut plus avoir pour un pays comme le Sénégal. On a vu l'importance de l'engrais pour l'agriculture. Et je crois que c'est l'une des réussites de la médiation du président Macky Sall, au-delà de l'Afrique. Il a pu tirer son épingle de jeu dans cette négociation. Mais l'Afrique peut valablement, indépendamment de la Russie et de l'Ukraine, créer des conditions nécessaires pour, se mettre à l'abri d'une espèce d'autosuffisance alimentaire. Oui. Mais surtout, créer des conditions pour que, à partir de son phosphate, par exemple, on puisse avoir de l'engrais pour enrichir nos terres. Si tant peu que nos terres seraient pauvres, ce qui n'est pas le cas. Donc, vous voyez, en mettant en avant des arguments de type, cette guerre-là crée des situations difficiles pour les petits pays que nous sommes, le président Sassou Nguesso joue l'autruche. Il refuse de voir le vrai problème. Le vrai problème, c'est que lui, président Sassou Nguesso, président du Congo, devait déjà être en pourparlers avec ses frères d'Afrique centrale, au moins pour leur dire, vous voyez ce qui arrive. Je pense qu'il est grand temps aujourd'hui de poser sur la table, au niveau de la CEMAC au moins, la question de l'unité politique des pays d'Afrique centrale, pour qu'on ait une fédération des États-Unis d'Afrique centrale. Et si on monte en puissance avec ces valeurs-là, je pense que oui, on ne sera pas totalement à l'abri des difficultés, mais au moins nous allons les réduire, le chapelet de considérablement. De ces difficultés seront réduits considérablement. Oui. Et je m'étonne donc de voir que nous avons des dirigeants qui font semblant de ne pas voir cette réalité-là et qui vont, comme de petits mendiants de pain, aller se mettre à genoux en évoquant la faiblesse de leurs états économiques, financiers, etc., sans se dire que, est-ce que j'ai commencé moi-même d'abord à balayer devant ma propre porte avant d'aller balayer devant la porte des autres? Je vous dis, le monde dans lequel nous vivons est très violent. Il n'y aura pas de place pour des gens qui n'assument pas les responsabilités qui sont les leurs. Et l'avenir, la possibilité d'un monde multipolaire qui arrive ne pourra avoir d'impact, c'est-à-dire que l'empreinte africaine, que si on brise complètement cette construction esclavagiste néocoloniale issue de la conférence de Berlin du 184-185. Il faut une reconfiguration politique, géopolitique et même géographique de notre continent. On ne peut pas continuer avec ces États, excusez-moi l'expression, c'est pas une insulte, mais des micro-bantoustans. Justement, c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a le véritable problème. Et c'est ce qui peut expliquer que certains ayant épousé ou bien fait cause pour l'argumentaire occidental, ce narratif-là continue de le diffuser à loisir et l'avoir comme argument. Oui. Cela est une espèce de cécité politique et géopolitique incroyable. Eh bien, on a quand même aussi la réaction du côté de l'Ukraine après cette annonce de l'arrivée des chefs d'État africains. Eh bien, on nous dit, je pense que c'est un responsable, le ministre des Relations étrangères, extérieures du côté de l'Ukraine. Il dit ceci: si les leaders africains ont un plan spécifique,
Ils ne l'ont pas partagé avec nous. Là, il répondait aux questions lors d'une conférence de presse. Alors, justement, c'est le chef de la diplomatie ukrainienne. Lorsque on le dit déjà, les dirigeants africains ne l'ont pas partagé, par exemple, pour le cas précis de l'Ukraine, est-ce que ça veut dire que la démarche est déjà fauchée? Mais on précise quand même qu'il a précisé qu'il serait bien sûr enchanté de recevoir les chefs d'État, les dirigeants africains et de discuter avec eux. Non, pour cette fausse diplomatie, parce qu'une diplomatie qui ne tient pas compte de la réalité en termes de rapport de force pour s'engager dans un bras de fer comme celui-là, contre une hyperpuissance comme la puissance russe, je pose bien les questions sur la validité de cette diplomatie. Mais pour eux, c'est de peine bénie. Ça va être encore une opération médiatique, de marketing médiatique très important. Vous allez voir, c'est que l'Ukraine va vous sortir de nouveau. Enfin, ils ont toute l'Afrique qui a pris conscience et l'Afrique se déplace pour être à genoux et ils vont ressasser à l'envie, n'est-ce pas, toute la construction conceptuelle de leur politique médiatique concernant cette guerre et pour donner l'impression qu'il faut quand même que l'Afrique écoute ce qui se passe. Mais je suis désolé, c'est aussi une manière de dire écoutez, là encore, en tant qu'un diplomate, c'est une attitude justement, c'est un langage, c'est ça qui interroge. Comme diplomate, devrait s'exprimer de la sorte. Voilà. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas d'humilité. Et d'ajouter, peut-être c'est par là qu'on tirera bien sûr peut-être une conclusion sur cette première thématique. Je vais le citer, il s'agit de monsieur Dmytro Kuleba. Le terrible Kuleba. Qui prévient toute initiative de paix doit respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Il ne peut impliquer, même entre les lignes, une quelconque cession du territoire ukrainien au profit de l'envahisseur russe. Deuxièmement, n'importe quel plan de paix ne peut avoir pour objectif de geler le conflit. Nous avons connu cela, nous avons négocié avec la Russie de 2014 à 2022. Il y a eu 180 réunions de consultation et au final, la Russie a lancé une invasion de grande ampleur. Il ajoute, si votre initiative de paix respecte ces 2 points, alors nous pourrons nous asseoir et voir comment vos propositions peuvent rencontrer la formule de paix proposée par le président Volodymyr Zelensky. Cela s'applique à tout le monde, pas seulement à une initiative africaine. Bon, écoutez, tu te dis là, Monsieur Kuleba fait partie de ce que j'appelle les faucons de l'Occident qui ont été mis au pouvoir à Kiev. Kuleba est dans un projet civilisationnel. C'est les tenants de l'expression on se battra jusqu'au dernier Ukrainien. Un homme politique responsable n'avance pas de telles bêtises. Monsieur Kuleba, comme diplomate, est disqualifié à mes yeux de faire partie de cette équipe-là qui devait négocier cette affaire. Quand j'écoute des individus comme Kuleba, je me demande que font les véritables militaires ukrainiens. Vraiment, je vous le dis sincèrement, c'est le point de vue des patients. Oui, bien sûr. À leur place, je ferai un coup d'État. Parce qu'à la tête de leur pays, ils ont des gens qui sont des irresponsables. Mieux, la diplomatie a des finesses. Elle a des manières d'aborder, de polir les angles, des contours. La diplomatie, même dans les cas les plus difficiles, extrêmes, comme c'est le cas de ce pays qui est en guerre, ne se fait pas avec de telles injonctions, avec de telles oukases. Si ce n'est pas ceci, alors là, ça ne vaut pas la peine que vous veniez. Ce n'est pas un diplomate. Un diplomate n'exprime pas sa pensée de cette manière. Alors, si vous avez donc... vous regardez l'attitude de Kuleba, et vous avez en face, comme adversaire sur le plan diplomatique, quelqu'un comme M. Sergei Lavrov, vous voyez la différence. La différence est nette. Lavrov ne répondrait jamais comme ça, même si c'est ce qu'il va penser. Même s'il n'est pas d'accord avec les positions. On a d'ailleurs vu lorsqu'il effectuait ses visites dans certains pays africains qui ont pourtant voté contre la Russie. Ce domaine du moins la diplomatie a été en tout cas à l'œuvre. Vous savez,
pendant des gens qui sont soucieux Oui. de la vie humaine, si vraiment il y en avait, au niveau de l'établissement politique au pouvoir en Ukraine, chaque perche qu'on vous tend dans le cadre de la résolution, vous saisissez la perche d'abord. Oui. Si l'un des objectifs qu'on peut gagner de cette médiation africaine, Oui. c'est par exemple d'imposer dans un premier temps cesser le feu, autant pour moi. Par exemple. Cesser le feu par exemple. Oui. C'est pas quelque chose de gagné. Bien sûr. Et M. Kouleba vous dit que c'est exclu. Qu'il faudrait se conformer Voilà. à la proposition de M. Zelensky. Donc vous n'avez pas en face de vous un véritable négociateur. Vous avez un petit manipulé de marionnettes qui se fout pas mal de la vie de ses propres concitoyens. Ces milliers d'Ukrainiens qui meurent chaque jour, c'est pas le problème de Kouleba. Le problème de Kouleba, c'est de continuer de tenir le narratif occidental, n'est-ce pas, avec les éléments de langage construits dans les officines occidentales et de les mettre en avant. C'est même comment j'appelle ça, une attitude d'insulte vis-à-vis du monde libre. Et une attitude de condescendance vis-à-vis de ceux qui se gênent, qui se donnent de la peine à essayer aussi d'apporter des petites pierres à l'édifice pour essayer de construire une paix relative. Tout à fait. Donc, pour moi, ces gens, bon, je ne sais pas d'où ils sont sortis, mais la manière dont gère cette guerre-là, ce conflit, démontre vraiment en suffisance qu'ils ne sont pas qualifiés pour être des partenaires crédibles dans le cadre de la recherche de la résolution de ce conflit. De toutes les façons, on suivra bien sûr cette actualité. Les chefs d'État africains devraient justement se rendre de ce côté-là les 16 et 17 juin prochains, donc d'ici quelques jours, pourquoi pas heure d'ailleurs, pour rencontrer ces différents dirigeants. On rappelle aussi qu'un sommet Russie-Afrique et donc va se dérouler le mois prochain, au mois de juillet, entre les dirigeants africains et bien sûr le président Poutine, ce sera du côté de Saint-Pétersbourg en Russie. On va passer à la seconde actualité pour sortir encore les quelques minutes qui nous restent. Eh bien, on parle de ce fléau LGBTQ. Eh bien, il faut dire que la polémique naît aussi de plus en plus avec ces programmes qui sont distribués ou encore offerts par certains distributeurs. Parce que même les tout petits aujourd'hui, on s'en est rendu compte, sont aussi visés ou alors la cible de ces pratiques. Et on le rappelle parce qu'il faudrait peut-être mettre les choses au clair. Il ne s'agit certainement pas de peut-être s'attaquer de manière personnelle. Il s'agit de pratiques, en tout cas qui on le sait, ne sont pas reconnues dans la plupart des pays africains. Mais où le bas blesse, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on voudrait imposer, je pense que c'est là le véritable problème, imposer cela aux États africains. Eh bien, avant peut-être de répondre à cette question, parce que c'est par là qu'on va sortir, on s'intéresse à la réaction du gouvernement camerounais via son Conseil national de la communication qui a donc mis en garde ces distributeurs d'images, en particulier Canal+, pour ne citer que celui-là. Réaction suffisante, Monsieur Nom? Bon, écoute, il n'est jamais tard. Mise en garde. Oui, c'est entre-temps, ça continue quand même. Oui, non, seulement ça continue. Ça fait quand même, depuis un bon bout de temps, que nos clients, nous voyons des programmes qui sont diffusés par Canal+, et qui sont offerts même à certaines chaînes les câbleaux locales, mais tout qui à donnent fait. fort d'eau. Oui. Nous sommes complètement perdus. Comment on peut faire même des dessins animés pour enfants? Exactement. Des gamins de 7 ans. Et on montre un jeune garçon qui embrasse un jeune garçon, une jeune fille qui embrasse une jeune fille. Ou des thématiques
pousse à des questions du type la sexualité. Exactement. On doit déjà l'apprendre dès le biberon. Le bas âge, on peut choisir. Le choix de sexe voilà, n'est pas naturel, mais il a assumé. Oui. Et on demande aux enfants de faire des choix. Oui. Qui veut être un homme, qui veut être une femme. Et il veut procéder à des formes de domestication, passant par cette pédagogie à grande échelle que sont les médias, Oui. pour introduire dans le subconscient de ces hommes faibles, de ces hommes vierges, candides, le fait que c'est un phénomène normal. Que tout le monde, tout être sensé doit assumer. Ils ont tenté. D'abord, c'est un agenda. Moi, je crois que je ne pense pas que c'est fortuit, c'est un agenda. Ils ont tenté avec la question de nouveau droit de l'homme à l'ONU. Bon, ça n'a pas connu de succès escompté. Chez eux, en Occident, ils poussent la législation à aller dans ce sens de manière ouverte, souvent même en dépassant même leurs propres espoirs. Les histoires des hommes qui peuvent épouser des animaux, les hommes qui peuvent faire avoir des relations sexuelles avec des animaux, à condition que l'animal ne soit pas blessé, des choses comme ça. Ouais. Et ils le disent ouvertement. Certaines législations ont même pris en compte ces demandes de ces lobbies-là. Pour l'Afrique, l'Afrique est une cible privilégiée de ce genre. Et certains pays africains ont décidé de dépénaliser justement. Oui, c'est la pression de ces lobbies. L'Afrique est une cible privilégiée. Pourquoi? Parce qu'on regarde. La démographie africaine est galopante. Oui. Mais surtout, il faut éliminer la culture africaine. Il faut que ce soit au moins une culture hybride où l'homme africain ou l'enfant africain ne se retrouve plus. Il faut continuer de pousser en avant en donnant l'impression que les réformes humaines qui sont justes pour l'être humain sont celles qui sont produites par cette clique occidentale. Mais là encore, je mets des bémols parce que même en Occident, ce ne sont pas des valeurs qui sont totalement partagées. Oui, bien sûr. Il faut faire attention. Bien sûr. Alors, il passe par quoi? Il passe par les médias. Un groupe comme le groupe Canal, j'en parle souvent sur vos médias avec certains de vos confrères, mais allez voir qui détient ces médias mainstream. C'est à peu près 1% de ces hommes les plus riches qui détiennent près de 90% de ces médias. Et ils se sont organisés de telle manière que pour avoir la moindre petite visibilité avec des programmes alléchants, il faut te connecter à eux. Alors, si vous aimez le football, comme c'est le cas aujourd'hui pour les jeunes agents africaines, le meilleur bouquet pour l'instant, c'est le bouquet Canal. Bon, en attendant que nos ingénieurs informaticiens craquent complètement, moi je le dis ouvertement, parce qu'au Maghreb ça n'existe plus, qui craquent leur code là pour donner des images free aux autres. Parce qu'ils font des bouquets qu'ils cadenassent. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir envie de voir un programme qui n'est pas... qui vous convient, mais qui est dans leur bouquet, vous ne le verrez jamais. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les documentaires animaliers et qui parlent de la nature. C'est généralement dans ces bouquets. Généralement, les meilleurs de ces documentaires sont dans ces bouquets. Sûr. Donc, si je sors de cadre par excellence que j'adore, qui est la politique, avec les débats, avec les documentaires qui parlent de la marche du monde, j'aime beaucoup les documentaires animaliers en premier, et deuxièmement, j'aime les documentaires qui parlent d'histoire, même si, bon, j'ai commencé elle est comme elle est. Mais au moins, elle vous permet d'avoir la possibilité d'avoir une critique juste du narratif qui vous est proposé. Mais, comment vous allez faire pour avoir des chaînes comme Nature Géographique, qui parlent des animaux, qui parlent même Ushuaïa, excusez-moi, sans publicité, ou bien l'histoire, toute l'histoire, Planète Plus, vous allez faire comment? Ils ont cadenassé les jeux. Donc, je dis à nos informaticiens, cassez-nous ces codes-là. Cassez-nous ces codes-là et rendez libre l'accès à ces chaînes. Canal Plus, ce n'est pas un satellite. C'est un gros câble opérateur. Il faut dire ça aux gens. C'est un câble distributeur. C'est un gros câble distributeur qui pique dans des chaînes dédiées ici et là, et il forme un bouquet et qu'il ficelle, c'est tout. Mais ce qui est justement aussi inquestionnable et justement impressionnant, c'est que
on va dire peut-être dans les pays comme au Cameroun, d'autres parviennent plus ou moins à s'intégrer facilement et il y a de la concurrence. Mais on a vu ailleurs, Monsieur Ndom, il est impossible d'avoir un bouquet sans que ça ne passe. En tout cas, il est impossible d'avoir des chaînes sans passer par Kanassa. Dans certains pays, ils ont réussi vraiment à s'imposer et à s'accaparer justement le marché. Et souvent en contradiction avec les législations de ces pays tiers Effectivement. qui répriment Effectivement, c'est ça. l'homosexualité. Vous voyez comment on contourne l'obstacle. Oui. Et on s'impose à vous, On s'impose. que vous le vouliez ou non. Tout à fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer, Manuela, vous êtes en famille avec vos frères, avec vos soeurs, avec vos neveux, vos nièces, avec vos propres enfants. Et vous regardez une très belle émission, ou bien un très beau documentaire, ou bien un très beau film. Oui. Et pam, vous tombez sur une scène où un homme va tomber amoureux d'un homme, embrassant un homme. Mais vous pouvez devenir fou. Je vois encore des gens dire, étayez-moi ça, étayez-moi. Vous comprenez, mais il est trop tard. D'où je suis en même temps satisfait, mais aussi assez en colère vis-à-vis des conseils nationaux de la La communication. communication, pensez que c'est un peu trop tard. Ça Ça a quand même pris du quand même, temps. quand oui, même. Mais pour, pire encore, oui. je suis en colère contre certains entrepreneurs des médias au Cameroun Oui, qui ont refusé de faire le tamis. oui. Je ne veux pas insulter d'autres médias parce que bon, je suis à Foyer Média Africa, c'est ma chaîne préférée, je suis très heureux de voir comment l'effort est fait à votre niveau. Pourquoi dans vos programmes ne glissent pas des films, des documentaires qui vont aborder Bien sûr, qui ces ne vont questions pas dans le sens de manière civique. Bien sûr. Mais d'autres là, ils prennent, c'est comme du tout venant. Même dans les télénovelas maintenant, ces gens sont rentrés dedans. Ils prennent tout, ils disent que, ils disent que non, c'est parce que c'est une série à succès. Et alors, c'est quoi une série à succès? Oui. C'est pas un argument. Ce sont des arguties qui m'énervent. Mais Donc, il y a aussi la responsabilité personnelle oui. des entrepreneurs de médias qui, comment dire ça, violent les lois en vigueur. C'est une loi pénale. Hein. Donc je commence à respirer, mais je dis, il faudra qu'il y ait la coercition. Il faudrait que... le contrôle. Oui, monsieur Tchoboken Kalabossé tienne parole. Ceux qui vont compter dans ce sens, il faut fermer ces médias. Et justement, il y a deux questions qui viennent comme ça, fermées. On a cette décision du CNC. Mais est-ce que ces États africains, parce qu'on sait que la plupart n'acceptent pas l'homosexualité, tout à l'heure on parlait de pression, mais comme ça rentre sur le plan international, dans le cadre, c'est ce qui est souvent évoqué, des questions de droits de l'homme, on a d'ailleurs vu certains Africains qui ont réussi à traverser, aller de l'autre côté sous prétexte que dans leur pays ils sont persécutés parce qu'ils sont entre autres homosexuels. Est-ce que ce n'est pas aussi par peur de représailles justement, d'annotation internationale comme on l'a souvent vu, tel pays est dernier en matière de droits de l'homme, que ces États africains souvent se retrouvent obligés d'accepter cela. Et de l'autre côté, c'est un sujet, aujourd'hui peut-être on en parle, mais nous sommes d'accord, quelques années en arrière, cela semblait être un sujet tabou. Parce qu'on estime, c'est ce qui est dit, que c'est un grand lobbying, ce sont des personnes assez puissantes qui plus ou moins pratiquent cela. Alors, est-ce que tout cela n'explique pas aujourd'hui le fait que les États africains sont faibles par rapport à cette situation? Mais ça rejoint un peu ce que je vous disais pour le premier sujet. Ils sont faibles parce que, regardez, c'est des petits bantoustans. Oui. Ils ne peuvent pas... Que voulez-vous qu'un pays comme le Togo, même le Congo de M. Sassou Nguesso, le Gabon, vous avez des pays comme ça, le Bénin, comment ils vont résister à cette bourrasque, à ce niveau de pression? Mais est-ce que vous avez déjà entendu, vous avez écouté la Russie sur la question, non? Bien sûr. Vous avez écouté la Chine, clair. Le Qatar. l'Arabie Saoudite. Oui. Vous avez vu le mondial dernier? Tout à fait. Parce que le Qatar, au-delà du fait qu'économiquement, ils sont devenus, ils ont un soft power qui n'est pas discutable, mais ils sont adossés dans une région culturellement qui refuse. Donc, aucune tentative de pression ou de sanction ne peut prospérer vis-à-vis du Qatar.
dans cette affaire. Et vous avez vu, les pressions n'ont pas été des moindres. On a essayé de dépasser la question en la ramenant sur la question des droits de l'homme. Il y a eu beaucoup de travailleurs qui ont construit ce stade qui sont morts. Comment on peut aller jouer le mondial, etc. Alors que l'Ouganda est sous la menace des États-Unis. Voilà. Alors, les mêmes gens qui le disaient ont oublié qu'ils sont allés jouer au mondial en Argentine avec une dictature terrible, cette vidéo-là. Où les gens criaient dans le stade de foot et à côté, c'était des salles de torture où les pauvres qui réclamaient la démocratie étaient torturés. Ils entendaient comment la jeunesse du monde jubilait à côté dans les stades parce qu'un but était marqué. Donc, c'est une question de prise de conscience et de construction, n'est-ce pas? La construction d'un rapport de force. Et, je le dis aujourd'hui, nous ne pourrons pas hâter l'avènement de cette nouvelle réalité politique avec une Afrique forte qui est capable de faire face aux différentes tentatives, aux différentes pressions de cette élite mondialisée, capitaliste, débridée, libertaire, avec l'Afrique telle qu'elle est là aujourd'hui. C'est tout le problème. Si nous construisions une autre réalité politique interne au continent africain, ça va être des décisions qu'on prendrait très vite. Vous pouvez estimer le manque à gagner de Canal+ si on décide que s'il continue sur cette lancée-là, elle sera bannie complètement du sol africain, même dans les pays francophones. Vous pouvez vous imaginer? Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est énorme. C'est un manque à gagner qui est énorme. Canal+ fait son principal chiffre d'affaires en Afrique, ce n'est pas en France. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. J'aime pas beaucoup les chiffres parce que c'est pour ça que je refuse, ça me juste souvent des tours, mais les propres chiffres, quand vous les voyez, vous mettez la main sur la tête. C'est une véritable escroquerie. Alors qu'ils ne font aucun effort, je continue de vous dire, c'est un gros câbleau distributeur qui a signé des contrats avec telle chaîne. Je vais en Afrique, est-ce que je peux vous prendre de manière exclusive? C'est moi seul. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Oh, le monde est libre, le monde est tellement grand. Il n'y a pas que Globo TV qui est en réalité l'enceinte des capitalistes négriers brésiliens. Il y a beaucoup. C'est là qu'on découvre qu'un pays comme la Turquie aussi produit des documentaires à l'eau de rose, que vous appelez les telenovelas. Mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup. Même les Qataris en produisent. Et pourquoi les Africains n'en produiraient pas? Nos hommes d'affaires qui savent seulement comme je vais au Nigeria, make money. Ils oublient que la guerre, elle n'est pas économique, elle est aussi culturelle. Culturelle, bien sûr. Et ce n'est pas ce que les médias de cinéma nigériens, comme on les appelle, les Kwawood là, les Nollywood. Les Nollywood proposent les affrontements entre un Satan qui est africain et un sauveur qui est blanc. Un Satan qui est noir. Non, ce n'est pas seulement ça. C'est eux qui ont, à mon sens, les meilleurs auteurs, dramaturges, les moyens également. Je pense à Mostutuela de Drinka. Je pense à Chino Achebe, Things Fall Apart. Il y a des milliers et des milliers de scénarios à tirer de ce genre. Je ne parle pas d'autres gens comme les Ben Okri. Ils en ont. Mais allez tirer là-dedans des possibilités d'écriture, de scénarios, de trucs très, très, très alléchants. Ça va, premièrement, nous remettre dans notre propre culture ancestrale africaine. Mais deux, montrer le génie africain dans le cadre de la résolution, n'est-ce pas, des problèmes complexes. C'est en Afrique, c'est à travers ces contes, c'est à travers ces récits qu'on trouve Djekla Djambé. On ne peut pas faire de l'histoire de Djekla Djambé toute une thématique pour montrer la capacité de l'homme à résoudre des problèmes complexes. Donc voilà. Et peut-être ramener même ça en termes de documentaire pour gamins. Hein? Il n'y a pas que les mangas. On peut créer des mangas africains qui racontent des épopées. Bon, on a tenté avec Kirikou, mais c'est insuffisant. Donc je crois sincèrement qu'il y a des formes de paresse et des choix du point de vue, j'allais dire, de business et qui se font et qui omettent de mettre en valeur la culture africaine, les traditions africaines, le génie africain, la perception africaine du monde, même la cosmogonie africaine et
la manière dont, de manière holistique, Oui. même l'Africain définissait le cosmos. Et malheureusement, c'est à ce niveau que nous ne jouons pas grand jeu. Au point où je vois des débats, parce que dans un truc de Netflix, on a présenté Nefertiti ou bien qui d'autre en trait d'une femme noire. Alors là, on devait le bouclier, c'est sacrilège. Mais c'est aux Africains. Je continue de dire, il n'y a pas qu'à vendre du bois pour un franc symbolique, il n'y a pas qu'à vendre nos matières premières pour des francs symboliques, il n'y a pas que à être dans des joint ventures avec des gens qui pillent l'Afrique, qui font de vous de vrais tycoons du point de vue des affaires. Il y a beaucoup à faire. Il y a la culture qui a été invivée, inexploitée encore. Il y a... prenons même le cas même du Sénégal, ça me revient. Regardez la lutte traditionnelle sénégalaise. Qu'est-ce qu'on ne peut pas tirer là comme thématique pour créer des films, pour créer des trucs pour enfants et en faire vraiment de vrais success stories. Donc je crois sincèrement, et oui, en plus, notre identité sera revalorisée. Et puis l'Africain ne va pas... et tout le monde être comme on le regarde dans les télénovelas brésiliennes. Quand vous voyez un noir dans une télénovelas brésilienne, soit c'est comment dire ça, une amende qui a été déçue, soit il va jouer le rôle de boy à la maison, soit alors en tout cas, rarement, c'est quelqu'un d'aisé. Oui, de quelqu'un qui est fait pour faire du commérage entre des parties, mais jamais quelqu'un à qui on donne un rôle prépondérant qui valorise non seulement son jeu d'acteur, qui valorise aussi la couleur de sa peau, mais qui valorise aussi sa propre culture. Voilà la réalité. Eh bien, voilà. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme. C'est ici qu'on va aussi se séparer, mettre un terme à cette autre édition de Regard Panafricain. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. On vous remercie d'être toujours avec nous, chers téléspectateurs, téléauditeurs. Vous êtes sur la 96.3 FM. For You Radio, mais aussi For You Media, For You Télévision. Merci une fois de plus à vous, Patient d'Homme. Alors, on vous dit donc à très bientôt. Les programmes sont en continu sur votre télévision et votre radio. Merci. For You Radio. On va refuser.